Bienvenue dans Sortie de bocal, le podcast qui donne des ailes à vos rêves et à votre quotidien. Des interviews inspirantes pour choisir les couleurs de votre monde et vivre votre expérience humaine en toute bienveillance et dans la joie de se déployer un peu plus chaque jour. Aujourd'hui, je reçois Sarah Conègre, facilitatrice en intelligence collective, qui co-anime des cycles d'autocompassion en pleine conscience et accompagne les équipes engagées et les personnes à prendre soin d'elles-mêmes. Elle nous partage aujourd'hui des éléments clés et une pratique guidée pour mettre en œuvre l'autocompassion. L'autocompassion pour s'accompagner soi-même à vivre ses hauts et ses bas avec bienveillance, douceur et la puissance de nos capacités intérieures. Bonne écoute. Bonjour Sarah, je suis très heureuse de t'inviter pour nous parler de l'autocompassion, qui est une pratique qui me semble très soutenante pour nos quotidiens. Et d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi, sur ton parcours, sur ce qui t'a amené à t'intéresser plus précisément à l'autocompassion ? Oui, bon, déjà, merci beaucoup Amine de me recevoir ici. Je suis éducatrice spécialisée à l'origine, donc j'ai plutôt été tournée vers l'autre, voilà, dans une relation de soins aux autres. Et puis, je me suis petit à petit orientée vers l'accompagnement d'équipes, de groupes en intelligence collective. Et je dirais que l'autocompassion, elle est venue plutôt à titre personnel me chercher avant de l'inscrire dans ma pratique professionnelle, puisque je l'ai découverte voilà, dans des situations où j'ai eu à vivre des deuils répétés et où finalement voilà, j'étais pas mal déconnectée de mon corps, de mes émotions. Et là, à ce moment-là, voilà, il y a eu vraiment un rappel de venir prendre soin de moi. Et la pleine conscience et l'autocompassion ont été des réponses voilà, précieuses pour moi au quotidien. Et ce n'est que quelques années plus tard que j'ai choisi de les mettre en œuvre dans ma pratique professionnelle. Tu parles de pleine conscience et d'autocompassion. Est-ce que c'est deux voies très différentes ou qui se rejoignent ? Eh bien, en fait, le programme pour lequel je suis formée et que j'accompagne s'appelle MSC, donc Mindful Self-Compassion, donc c'est l'autocompassion en pleine conscience. Donc en fait, ça prend vraiment appui sur la pleine conscience. Donc on ne peut pas dire que ce sont deux chemins séparés. Je dirais plutôt que le chemin de la pleine conscience, ce serait la grande voie, et que l'autocompassion en pleine conscience, ça vient rajouter une attention chaleureuse à l'expérience de l'instant. Donc voilà, c'est plutôt une spécificité, on va dire, quelque chose qui vient se rajouter à la pleine conscience, notamment pour des profils de personnes qui ont une haute exigence avec elles-mêmes, des profils de personnes aussi qui sont beaucoup dans l'aide, dans la relation de soins, que ce soit à titre professionnel, donc des accompagnants, mais aussi des aidants, des parents aussi, voilà, des personnes qui vont avoir une tendance à privilégier le soin de l'autre avant de prendre soin de soi, qui développent beaucoup leur compassion envers les autres, mais un peu moins leur autocompassion. Et donc, voilà, ça vient se surajouter. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on peut assez facilement percevoir ce que c'est la compassion. L'autocompassion, comme ça, spontanément, on peut imaginer ce que c'est. Mais comment toi, tu le définirais alors ? Oui, c'est très juste, c'est-à-dire que moi, quand j'ai à exprimer ce que je fais, quand je dis que je suis enseignante d'autocompassion, les gens me disent auto quoi? Et du coup, voilà, effectivement, quand je dis autocompassion, les gens se disent, bah du coup, la compassion pour soi, mais ça veut dire quoi? Et du coup, moi, je trouve ça même étonnant. Des fois, je me dis, quand je tape un document sur Word, sur Google, autocompassion, c'est souligné. Et je me dis, j'ai tellement d'espoir qu'un jour, l'autocompassion, ça fasse partie du vocabulaire quotidien, voilà, dans nos vies. Eh bien, l'autocompassion, c'est donc de la compassion pour soi. Donc, en fait, c'est savoir que l'on souffre et du coup, s'apporter de la bienveillance dans cette situation de souffrance. Donc, essayer de répondre à cette souffrance en apportant du soin. Voilà, ça c'est vraiment l'idée de l'autocompassion. Et alors, comment on sait que l'on souffre ? Parce que je veux dire, il y a des situations où c'est clair, et puis il y a des situations où finalement, en fait, on est un peu dans un mode automatique, où finalement, j'ai l'impression, tout à l'heure, tu parlais de connexion au corps et aux émotions, on se rend même plus compte qu'on est dans un mode dégradé. Est-ce qu'on porte attention à ça quand on est dans l'autocompassion, justement, repérer les signaux ?
Ouais, ouais, c'est très juste ce que tu dis, c'est vraiment ce truc de, mais même quand je parle de souffrance, les gens sont là, mais non, moi je ne souffre pas. Et alors déjà, voilà, la souffrance est un mot qui fait un peu peur, c'est-à-dire que la souffrance, c'est avoir une maladie dégénérative, avoir un cancer, vivre une perte, enfin voilà, très grave. Et c'est pas les micro-souffrances au quotidien, alors que pourtant, voilà, ça rentre là-dedans. Et du coup, c'est très juste ce que tu dis, puisque en fait, dans l'autocompassion, la première composante, eh bien, c'est la pleine conscience. La pleine conscience pour savoir que l'on souffre quand on souffre. Et donc, du coup, c'est s'ouvrir à l'expérience. Et donc, c'est par le biais de pratiques formelles ou informelles. Donc là, juste s'arrêter et faire un petit check à l'intérieur. OK, comment c'est à l'intérieur de moi? À quoi ressemble mon paysage mental? À quoi ressemble mon paysage émotionnel? Et à quoi ressemble mon paysage plutôt des sensations physiques? Donc c'est très relié, voilà, tête, cœur, corps. Et donc déjà, simplement, en pleine conscience, observer ce qui est là. Observer, oh tiens, là, j'observe que j'ai énormément de pensées, qu'il y a un balai de pensées incessant, ou alors j'observe ma petite voix qui est en train de me dire ça. Ou alors j'observe que j'ai une douleur à tel endroit, j'observe mon cœur qui s'emballe, ou bien j'observe que là j'ai du ressentiment, que là j'ai peut-être de l'anxiété, etc. Et donc vraiment, eh bien comme tu le dis, c'est quelque chose qui se travaille et ça se travaille notamment en prenant l'habitude de s'arrêter et d'observer ce qui est là dans l'instant pour sortir de ce pilote automatique. D'accord, oui, ça me parle bien, cette idée de s'arrêter et de faire des petits checks. C'est souvent les pratiques les plus simples qu'on a presque du mal à mettre en place parce que quelque part, c'est peut-être trop simple ou on a besoin de rappels. Je sais qu'il y a des gens qui se mettent des petits rappels, il y a des applis sur les téléphones pour penser à s'arrêter, pour justement voilà, être dans l'instant, observer ce qui se passe à l'intérieur, tout ça. Ok. Donc ça, ce serait comme un peu la première étape, déjà, savoir repérer les moments où on a besoin de cette autocompassion. Oui, et alors où on a besoin, voir voilà à quoi ressemble l'expérience intérieure. Si le paysage intérieur, il est plutôt chouette, agréable, ça peut être aussi simplement le célébrer. C'est aussi ça, s'apporter de l'autocompassion, donc voir et célébrer ce qui est là dans l'instant. Et puis si le paysage est un petit peu moins agréable, eh bien effectivement, on va continuer sur les autres composantes de l'autocompassion. Et alors, qui sont? Eh bien, les deux autres composantes, il y a l'humanité commune. Donc, l'humanité commune, c'est vraiment l'idée de se rappeler que nous ne sommes pas seuls à vivre ce que nous vivons, que d'autres personnes pourraient vivre ça si elles aussi étaient confrontées à cette situation. Et il y a vraiment cette idée de sortir de l'isolement. Dans l'humanité commune, se sentir connecté, se rappeler que eh bien, les émotions font partie de l'expérience humaine, que la difficulté, la souffrance fait partie de l'expérience humaine et que d'ailleurs l'impermanence aussi fait partie de l'expérience humaine, donc avec le fait voilà, de vivre des situations qui sont très joyeuses et puis passer dans des moments qui sont beaucoup moins confortables. Et voilà, donc en tout cas se relier à cette humanité commune. Oui, ça paraît effectivement être très juste et très riche. Et c'est souvent, bah, par exemple, c'est un peu la base de la communication non violente où finalement on part du postulat que tous les êtres humains ont les mêmes besoins, pas au même temps, etc., pas avec la même intensité, mais les mêmes besoins. Donc c'est apaisant. Et cette notion de reliance, de lien et d'appartenance en fait à une humanité, enfin, d'après ce que j'ai vu, c'est vraiment une composante essentielle justement de nous, de notre fonctionnement en tant qu'être humain. Et, l'exclusion, se sentir effectivement seul avec nos problèmes, ça rajoute vraiment de la souffrance par-dessus la souffrance. Exactement. Et il y a vraiment cette idée, eh bien, enfin, comme tu le dis, à partir du moment où, en fait, plus on va souffrir et plus il y a un risque d'isolement. C'est vraiment comme une escalade ou un cercle vicieux. Et du coup, voilà, dans le MSC, il y a vraiment cette idée de sortir de ce cercle vicieux pour se relier à l'humanité commune, se relier à l'expérience humaine et se relier à d'autres personnes qui pourraient vivre ça aussi, simplement, voilà, en conscience, de se rappeler que voilà, c'est là et que en fait, c'est OK d'être là.
du coup, ouais, il y a la troisième composante, voilà, nous y voilà. C'est celle qui donne vraiment sa couleur à MSC parce que ce que j'ai dit auparavant, les deux autres composantes, on peut les retrouver dans MBSR, qui est la réduction du stress par la pleine conscience, un programme qui a été proposé par John Kabat-Zinn il y a une quarantaine d'années, dont MSC d'ailleurs, enfin, sur lequel MSC s'appuie, voilà, avec les mêmes modalités. Et du coup, là, la troisième composante, donc, c'est la bienveillance envers soi. Donc la bienveillance envers soi, eh bien, ça peut passer par des choses extrêmement diverses, des pratiques formelles comme des pratiques informelles. Donc si je devais rendre ces mots un peu accessibles, une pratique formelle, c'est un moment où je choisis en conscience de m'asseoir, de m'allonger et donc d'être en méditation, en assise. Et si des pratiques informelles, ce sont des pratiques que je vais pouvoir ponctuer dans ma journée, voilà, sans avoir besoin de m'asseoir 5, 10, 20, 1 heure. Mais du coup, des choses que je vais pouvoir faire en l'espace de parfois 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, voilà, à plusieurs moments dans la journée. Donc ça, c'est la bienveillance envers soi. Pratique formelle, pratique informelle. Et quelques exemples dans MSC de ces pratiques, ça va être par exemple des pratiques de toucher compatissant. Donc utiliser le toucher comme un acte de bienveillance envers soi et donc d'autocompassion. Utiliser des phrases d'amour bienveillantes. Donc les phrases d'amour bienveillantes, ce sont des phrases que l'on va prononcer, que chaque personne va s'approprier, va venir affiner, choisir des phrases qui ont de l'importance pour elle. Donc si je te donne un exemple, moi par exemple, bon, la mienne est écrite ici. J'ai voilà une haute exigence avec moi-même, plutôt très perfectionniste. J'ai l'impression de que ça ne va jamais, etc. Et du coup, voilà, moi, il est écrit, tu n'es pas parfaite, tu es assez, voilà, tu es humaine. Et donc, il y a quelque chose autour de... Ça, c'est la phrase qui est venue quand j'ai travaillé, mais j'en ai d'autres aussi qui viennent m'apaiser. Donc voilà, les touchés compatisants, les phrases d'amour bienveillant. Et après, il va aussi y avoir toutes les actions d'autocompassion, tous les comportements d'autocompassion. Eh bien, ça peut être caresser un animal, voilà, en conscience pour se faire du bien. Ça peut être choisir en conscience d'ouvrir un livre et de prendre une pause. Ça peut être regarder la nature. Ça peut être sentir une fleur, allumer une bougie, se faire un massage, tenir une tasse chaude entre les doigts. Voilà, ça peut être vraiment des toutes petites actions dont on va ponctuer le quotidien et que l'on va s'apporter en conscience pour voilà, vraiment se donner de la compassion. Un peu, enfin, il y a une image qui vient de me venir. J'ai eu autour de moi des personnes qui ont perdu des êtres très chers pour eux et elles. Et dans ces moments-là, moi, ça active énormément du coup ma compassion et donc mon envie d'agir pour atténuer un peu cette compassion. Et donc, à ces moments-là, je crois que je serais capable de mettre en place mais plein de petites choses pour faciliter en fait la vie, pour que la vie soit plus douce. Et du coup, voilà, il y a vraiment cette idée-là, mais pour soi. Du coup, comment je viens adoucir un peu mon expérience humaine qui est pas évidente au quotidien. J'aime beaucoup ton image de se rendre la vie plus douce et toutes ces petites pratiques. J'aime beaucoup aussi le fait que tu dises il y a des pratiques formelles et des pratiques informelles, parce que c'est vraiment moi ce que j'aime transmettre aussi, c'est toutes ces pratiques informelles qui, comme tu dis, prennent quelques secondes, mais qui font qu'on reste dans une dynamique et une énergie qui est plus favorable, plus soutenante, plus douce. Ça. Oui, exactement. Et dans un autre exemple de ces pratiques informelles, ça va être des choses, on va pouvoir se dire, c'est-à-dire, tiens, quand enfin voilà, je ressens que j'ai une émotion, que j'ai une douleur à tel endroit, ça va être plutôt que de chercher à lui dire, allez, sors de, enfin voilà, pars de là. Bon, enfin, moi, je me dis pas forcément pars de là. Je suis là, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, allez, non, mais voilà, j'ai pas envie que tu sois là. Ah ben voilà, t'es encore là. Je suis encore en colère. Ou alors, ah ben voilà, j'ai à nouveau mal au dos. Ben voilà, ça recommence. Je suis pas capable de tenir une durée suffisamment longue sans avoir de douleur. Enfin voilà, j'ai beau faire des choses, c'est jamais assez. Enfin, un truc, mon dialogue intérieur comme ça qui se raconte des petites choses. Et du coup, eh bien, plutôt enfin voilà, le vivre de cette manière-là, eh ben, c'est transformer mon dialogue intérieur pour peut-être dire, ah tiens, ah, petite douleur, je te vois.
peut-être que tu as quelque chose à venir me dire. Et donc simplement, ok, bienvenue dans mon corps, bonjour et bienvenue dans mon corps. Et sans chercher en fait à la faire partir, sans chercher à la modifier, sans chercher à la diminuer, simplement être en plein accueil en fait. Et c'est un peu ce qu'on dit tout à l'heure, tu parlais de la CNV. Moi, c'est une pratique que j'adore vraiment, la CNV. Et dans la CNV, il y a ce truc de, en fait, l'écoute, c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire dans quelle mesure, voilà, se sentir écouté, c'est l'un des besoins vraiment très très importants. Et donc là, se sentir écouté, considéré, reconnu, eh bien, les douleurs, les émotions, c'est la même chose. Elles ont besoin de se sentir écoutées, reconnues, considérées, avant d'être chassées. Donc, c'est parfois juste en petite pratique informelle de dire ok, welcome. C'était pas prévu, mais je te souhaite la bienvenue malgré tout, quoi. Un peu comme si, je sais pas, elle venait toquer à la porte et c'était un invité un peu mystère d'une fête organisée, de se dire ah tiens, c'est un invité, voilà, que j'avais pas prévu de voir et malgré tout, je lui fais une petite place. C'est la fée Carabosse. Si on ne l'invite pas, elle vient quand même, et là, elle devient agréable. Voilà, exactement. Ouais, oui, ça me fait penser à la pratique du dire oui à ce qui est, c'est-à-dire non pas être forcément d'accord, d'avoir des douleurs ou des difficultés, mais simplement juste accueillir le fait que de toute façon, c'est là, en fait. Et plus on a de résistance, et plus, comme on disait tout à l'heure, on rajoute de la souffrance à la souffrance. Moi, j'avais travaillé là-dessus pour mes accouchements, parce que je voulais accoucher à la maison, et donc sur le fait que justement, en plongeant dans la douleur, parce que là, c'est pas de la souffrance, mais bon, c'est quand même intense. Et ben finalement, en fait, on rajoute pas le stress et l'anxiété qui viennent justement augmenter cette douleur. Et moi, je l'ai vécu, et c'est très juste, c'est vraiment plonger dans la vague. De toute façon, c'est là. Donc, et en fait, ça permet de traverser beaucoup plus en douceur. Je me permets de souligner ce que tu as dit, mais c'est vraiment ça, tenter de ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance. Voilà, c'est ça, exactement. L'expérience humaine fait qu'elle est impermanente. Donc en fait, ça ne va pas annihiler la souffrance pour toujours. En fait, tout être humain continuera à vivre des émotions qui seront inconfortables. L'idée, c'est plutôt d'apprendre à vivre avec ces émotions inconfortable. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on parlait de gestion du stress. En fait, l'idée, c'est plutôt l'accueil du stress, la régulation du stress. Mais en fait, c'est pas la gestion. C'est-à-dire, c'est pas, je vais, voilà, un peu, il faut que le stress soit à cet endroit-là, je vais bien le gérer, etc. Non, en fait, c'est vraiment l'idée d'un accueil un peu inconditionnel de quel que soit mon paysage intérieur, en fait, je suis là. Et c'est un très joli synonyme, une très jolie métaphore avec la nature. C'est-à-dire que la nature, on ne cherche pas à la changer, la météo, on ne cherche pas à la changer, on aurait envie, mais pour autant, elle est là. Et du coup, plutôt que de vouloir passer notre temps à dire « Oh là là, mais voilà, il pleut aujourd'hui, c'était pas du tout ça qui était prévu », je peux passer ma journée à dire ça, donc rajouter de la souffrance à la souffrance, rajouter le fait que je vais me plaindre à cette journée pluvieuse, ou alors, bien, je peux regarder la pluie et me dire « Oh tiens, aujourd'hui il pleut ». C'est pas tellement ce que j'avais prévu. Pour autant, eh bien, je vais essayer de continuer à cheminer avec cette pluie-là. Donc peut-être que ça va me donner l'élan de prendre du temps pour moi, peut-être que ça va me donner l'élan de faire des choses en intérieur que je n'aurais pas eu le temps de faire par ailleurs. Et en fait, c'est vraiment juste essayer de me dire, ok, de quoi j'ai besoin dans cette situation-là. Et ça, c'est un élément d'ailleurs que je n'ai pas encore nommé jusqu'à présent, mais c'est la question un peu phare dans le programme MSC, c'est-à-dire vraiment se poser, tout à l'heure justement quand on disait ces petits checks, se poser cette question phare et fondamentale, de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Et du coup, ça va être me dire, ok, là, qu'est-ce qui est important pour moi tout de suite? Et là, peut-être juste avec une inspire, une expire, tu vois, déjà, je sens que je suis peut-être un peu contractée, donc déjà, peut-être je vais me dire, ah tiens, j'ai besoin d'un peu de mouvement. Et après, peut-être que je vais sentir des choses et je vais me dire, tiens, en fait, là, j'ai besoin de sommeil, de repos. Au contraire, j'ai plutôt besoin de connexion. J'ai plutôt besoin de développement, j'ai plutôt besoin d'inspiration, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de choses différentes. Et en fait, c'est cette connexion-là à de quoi ai-je besoin qui va vraiment aider à avoir de la bienveillance envers soi et à répondre en fait à ce qui est important pour soi.
Et je fais un mini parallèle avec la CNV qui serait là dans le cadre de la demande, donc le D de l'OSBD, la demande envers soi-même. Et parfois, c'est pas possible de s'offrir ça immédiatement. Donc, je pense à des personnes, je pense par exemple, si là, je suis fatiguée en ce moment même, eh bien, en fait, je vais pas m'arrêter tout de suite, aller faire une sieste et puis revenir plus tard. Eh bien, du coup, je vais me dire, ah, ok, donc là, en conscience, je prends conscience qu'en fait, là, j'ai besoin de repos. Ok, eh bien, dans ce cas, je sais que j'ai besoin de repos. On va finir cet enregistrement dans quelques temps. Eh bien, est-ce que après, c'est possible de me mettre, ou est-ce que ce soir, c'est possible de me prévoir un petit temps de repos, de même, ne serait-ce que de 5 ou 10 minutes, pour répondre à ce besoin qui est à l'intérieur de nous. Et comme je disais tout à l'heure, de la même manière qu'on n'est pas toujours forcément en lien avec ses émotions ou avec sa souffrance, moi j'ai l'impression que parfois on n'est pas toujours en lien avec ses besoins parce qu'il y a des tas de il faut, je dois, de contraintes extérieures. Et puis comme tu disais, bah, tu parlais des personnes qui accompagnent d'autres personnes, des enfants, des personnes malades, etc. Où finalement, bah, on met pas mal ses besoins, en tout cas primaires, de côté pour être disponible. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, ouais. C'est vraiment être à l'écoute au moins et essayer de faire revenir peut-être un peu plus ses besoins au centre de son quotidien, j'imagine. Il y a vraiment cette idée de je dois d'abord prendre soin de moi pour prendre soin de l'autre. Et c'est un sujet, moi, qui m'intéresse énormément. J'en ai fait mon sujet de mémoire quand j'étais en master, voilà, prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre dans le travail social. C'est vraiment... Ce sera un sujet à part entière, je pense. Il y avait une question qui me venait aussi tout à l'heure quand on parlait de compassion, ça me faisait penser au Bouddha et du coup à cette idée d'essayer justement de sortir de la souffrance. Est-ce qu'il y a un peu cet objectif malgré tout de se dire bah en fait si on pratique l'autocompassion, mettons avec assiduité, sans que ce soit une nouvelle exigence, mais est-ce qu'on peut imaginer finalement pas forcément sortir de la souffrance, mais que en fait les moments où on sent qu'on n'est vraiment pas aligné, pas bien, enfin voilà, on peut en sortir de plus en plus rapidement. Est-ce qu'il y a vraiment cette perspective? Alors peut-être je vais souligner à nouveau quelque chose que tu as dit qui en préambule est extrêmement important à noter, c'est que en fait pratiquer avec une intention de se changer, c'est déjà sortir de la pleine conscience. Donc voilà, c'est un peu antinomique. Non, mais du coup tu l'as nommé, donc je suis très alignée, mais c'est plutôt pour les personnes qui nous écouteraient, qui se diraient ah oui je vais le faire comme ça, et notamment vu ce que je vais dire juste après. Mais voilà, il y a vraiment cette idée que en fait, et d'ailleurs dans le bouddhisme, il y a l'idée de pratiquer et puis on verra bien. Et d'ailleurs, ce qui est énormément dit, c'est en fait voilà, même des pratiquants, des moines, des moniales qui pratiquent depuis 30 ans, en fait vivent encore de la souffrance, vivent encore de la non pleine conscience, de la non présence, voilà, sont parfois bien évidemment envahis de pensées, ont un critique intérieur, ont un critique aussi sur les autres, des jugements, enfin voilà. Et du coup, là où je te rejoins aussi, c'est que en fait, on peut imaginer que c'est un peu comme si c'était on va dire, une ligne. Et en fait, il y a des hauts et des bas. Et grâce à la pratique, les hauts et les bas vont être moins hauts et moins bas. Et donc, ça va être un peu plus équilibré. Donc ça se rapproche de l'équanimité. Et après, pour ce qui est de vraiment de la recherche scientifique par rapport à MSC, je me suis notée voilà, en toute transparence les éléments qui sont issus de la recherche. Et donc, ce qui est dit dans les recherches, puisque c'est quand même un programme qui est validé scientifiquement au niveau international et où il y a de nombreuses recherches qui le valident, il y a en fait moins d'états négatifs, notamment dépression, anxiété, stress, honte, et plus d'états positifs, bonheur, satisfaction de vivre, optimisme. On constate qu'après la participation à un cycle d'autocompassion, il y a une augmentation de l'autocompassion, donc de la compassion envers soi, mais aussi de la compassion envers les autres. Et ça, je trouve que c'est une donnée dont on n'a pas encore parlé, mais qui est quand même très importante à souligner, c'est qu'il y a une croyance parfois que si je m'apporte plus de soins envers moi, si je suis plus autocompatissante, peut-être que ça va peut-être je vais devenir un peu égoïste, peut-être ça va m'éloigner des autres, je vais peut-être moins prendre soin des autres, alors même que en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça vient
beaucoup plus renforcer le lien, la connexion et la compassion envers les autres. Et d'ailleurs, il y a des pratiques de connexion avec les autres. Et enfin, ce qui est nommé, c'est que la pratique, en fait, plus la pratique est renforcée et plus les effets perçus sont importants. Pour autant, pour toutes les personnes, 1 an plus tard, les gains sont maintenus. Donc, je trouve ça aussi intéressant d'avoir en tête que c'est une pratique voilà, dans la durée. Moi, j'aime donner l'exemple de, par exemple, la cohérence cardiaque a une action biochimique immédiate dans les 4 prochaines heures qui va faire diminuer le taux de cortisol. La méditation, ça ne va pas avoir un effet immédiat. Ça va prendre du temps. Par contre, ça va s'inscrire dans le temps. Voilà, il y a vraiment ça. Alors, tu as déjà cité plein de petites pratiques qu'on peut faire. Est-ce que tu avais envie de partager 1 ou 2 pratiques qu'on peut mettre en place rapidement, facilement? Je vais te proposer, Emeline, ainsi qu'aux personnes qui nous regardent ou nous écoutent, de peut-être s'installer confortablement, de voir, voilà, c'est quoi une posture confortable pour moi? Est-ce que c'est assis, assise, allongé? Peut-être les pieds ancrés dans le sol. Et puis peut-être simplement en observation de ma respiration. À quoi elle ressemble là présentement? Est-ce qu'elle est plutôt profonde? Est-ce qu'elle est plutôt saccadée? Elle est plutôt très rapide? Et sans chercher à la changer, simplement l'observer. Et donc, si c'est juste, j'ai déjà fermé les yeux, mais si c'est juste, peut-être invitation à baisser le regard sans fixer de point particulier ou bien carrément fermer les yeux si c'est confortable. Je vais proposer une petite visualisation où je vais t'inviter à imaginer une personne de ton entourage, peut-être pas un membre de la famille, parce que la famille c'est toujours un petit peu plus délicat, surtout sur une première pratique. Donc d'imaginer une personne de ton entourage qui peut-être vit une période pas simple, qui peut-être est en lutte un peu avec elle-même ou avec voilà, des éléments de son environnement. Ça peut être un ami, une amie, peut-être personne de l'entourage professionnel, du voisinage. Du coup, je vais t'inviter à imaginer qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne. À observer comment tu t'exprimes auprès de cette personne, quel est le ton que tu emploies, quels sont les mots que tu utilises. Peut-être quels sont les signaux non verbaux qui transparaissent. Et je vais t'inviter à garder en tête bien ce que tu as trouvé comme éléments, le ton, les mots employés, les signaux non verbaux. Et puis peut-être, je vais t'inviter à présent à penser à différents moments où tu as souffert d'une manière ou d'une autre. Peut-être où tu as vécu un malheur, un échec,
Tu t'es senti peut-être inadapté. Peut-être cette fois observer comment tu réagis dans ces moments-là. Qu'est-ce que tu peux te dire? Quel est le ton que tu utilises? Quelle est ta posture ou tes signaux non verbaux face à la souffrance que tu traverses, toi, face à cet échec, ce malheur, ce sentiment d'inadéquation? Et je t'invite à garder ce que tu as observé, les mots, le ton, les signes non verbaux, la posture. Et à présent, à peut-être observer l'un et l'autre. Observer quel est le ton, les mots, les signes non verbaux que tu emploies lorsque tu es auprès d'une personne qui t'est chère et quand il s'agit de toi-même, de te soutenir toi-même. Alors peut-être que tu constates des différences, peut-être que c'est assez proche, peut-être que c'est très éloigné. Et tout est OK. En tout cas, sache que si peut-être c'est différent, assez éloigné, si peut-être tu apportes plus de compassion à l'autre qu'envers toi, eh bien l'idée de l'autocompassion, c'est justement d'apprendre à se traiter et à se parler comme on traiterait ou on parlerait à un bon ami, une bonne amie. Du coup, peut-être pour clore et pour découvrir un petit geste de bienveillance envers soi, je vais te proposer d'explorer des touchés. Alors peut-être que tu pourrais avoir l'élan de frotter tes deux mains l'une contre l'autre. Pas énergiquement, mais simplement, voilà, comme si tu découvrais en conscience que ça fait de toucher une main, puis l'autre. Peut-être de contourner les doigts, toucher la paume de la main, le dos de la main. Puis peut-être maintenant, en posant une main sur le cœur, voir commencer d'avoir une main sur le cœur. Là, il s'agit vraiment d'une exploration, il n'y a pas de bon toucher, simplement observer, commencer. Une main ou peut-être deux mains sur le cœur. Peut-être une main sur le ventre et une main sur le cœur. Peut-être deux mains sur le ventre. Peut-être s'étreindre, un peu comme si on se faisait un auto-câlin. Peut-être se caresser les bras ou les avant-bras. Et toujours simplement être en observation de commencer. Confortable, inconfortable, agréable, désagréable, neutre. Et puis peut-être se masser le visage, peut-être les yeux, le front, les mâchoires, peut-être les oreilles.
ou chaleureusement se procurer comme un doux massage de la nuque et du haut des épaules. Et puis à présent, pendant les quelques secondes qui vont suivre, je ne vais plus guider et simplement je vais te proposer d'explorer ces mouvements et peut-être de revenir à un mouvement ou plusieurs mouvements qui t'ont fait du bien, qui t'ont procuré voilà, peut-être un sentiment de chaleur, de soutien, ou en tout cas qui ont répondu à ton besoin du moment. L'invitation, c'est de l'explorer à son rythme. Et tout doucement, je vais t'inviter à poser les mains sur tes yeux, sur tes paupières, et peut-être délicatement inviter les yeux à se réouvrir pour laisser entrer la lumière et se réouvrir à l'environnement, à l'expérience de l'instant. Et voilà. J'ai finalement fait un petit mix des deux pratiques avec lesquelles j'hésitais. Merci beaucoup, Sarah. Et du coup, peut-être pour amener un tout petit peu de clarté sur ces pratiques, la première, c'est plutôt un exercice pour réussir à amener de la conscience sur comment je traite les autres et comment je me traite moi-même. Et du coup, à ce stade-là, eh bien, il y a des personnes qui peuvent se dire, ah bah, en fait, je suis plutôt très doux avec moi-même ou très douce avec moi-même. Et donc, l'autocompassion, ça va plutôt être, voilà, venir continuer de renforcer ça, de solidifier ça. Et puis, il y a des personnes pour qui, en fait, c'est très difficile de se rendre compte à quel point ils vont être amener beaucoup de compassion, de soin dans la relation à l'autre et beaucoup moins pour soi-même. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile. Et voilà, et du coup, la deuxième, ça c'est une pratique informelle que là, j'ai guidée en pratique formelle, c'est-à-dire en méditation. Mais l'idée, c'est, bon, par exemple, moi, il y a quelque chose que j'adore qui va être de juste faire le tour de mes doigts. Et en fait, c'est quelque chose que je peux faire à tout moment, c'est-à-dire même en réunion, je suis en visio. En fait, personne ne me voit, je fais le tour de mes doigts et personne ne le sait. Et moi, c'est un moment où voilà, ça va me permettre de me réguler, de m'apporter de la bienveillance dans des moments où peut-être soit voilà, j'ai une émotion peut-être d'agacement, un ressentiment, de la frustration ou peut-être du stress. Voilà, je vais pratiquer ces petites choses-là sans que personne ne s'en aperçoive et c'est voilà, ponctuer mon quotidien de ça. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que je sais qu'on peut apprendre voilà, des mudras, des petits. Par exemple, je crois que quand on se touche le pouce avec toi, ça permet de se réguler et tout. Mais là, finalement, c'est simplement faire confiance à ce dont on a besoin. Ouais, et puis je trouve que ça nourrit aussi le sentiment d'avoir de la ressource, en fait. Parce qu'on se rend compte que finalement, on est, on est capable de se réguler. Et on a plein déjà de ressources, d'outils qui sont spontanés. Et je trouve que ça, tu vois ce que je veux dire, un peu de. Ouais, ça apporte de la confiance. On pourrait dire de l'empouvoirment, enfin de l'empowerment Oui, en anglais, ouais, ça permet de se sentir un petit peu plus, comme tu le dis, confiant, sécure, ancré, enfin et voilà, et ce truc de ok, en fait, j'ai des ressources en moi. Et c'est exactement ça qu'on va venir développer. Ouais. Et en plus, tu vois, là, pendant la méditation, moi, à un moment donné, là, j'ai mon voisin qui met la musique super fort. Et c'était chouette parce que c'était au moment où tu faisais faire les automassages. Et du coup, bah, tu vois, je me suis dit, ah, c'est embêtant parce que ça va apparaître sur l'enregistrement. Puis en fait, je suis tranquille avec ça parce qu'on était dans, voilà, l'accueil de ce qui est. Donc, Ouais. Ouais. j'avais envie de revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, sur l'impermanence, que je trouve une notion hyper précieuse aussi, de pas s'enfermer dans justement, je suis comme ci, je suis comme ça, ben, d'un jour à l'autre, un jour on va être super bienveillant envers soi-même, le lendemain non, un jour on va être super patient, le lendemain non. Et enfin, peut-être que si, mais je veux dire, voilà,
Et on est nous-mêmes, comme tu disais tout à l'heure, impermanents, et ça fait partie de notre humanité. Et on peut vraiment accueillir ça aussi. Et ça, c'est honnêtement, enfin, par exemple, pour moi, à titre personnel, c'est une des causes de mon critique intérieure. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va venir nourrir mon critique intérieure beaucoup, de me dire, mais attends, mais hier, tu avais vachement de motivation. Voilà, tu t'étais capable de faire plein de trucs. Et là, aujourd'hui, t'es plus capable de rien. Il y a vraiment un truc comme ça qui va venir un peu m'auto-flageller, de me dire, ah non, mais là, voilà, aujourd'hui, t'es plus capable, t'es affalé sur le canapé, ou t'as pas été marcher, t'as pas fait les trucs qui te faisaient du bien, nanana. Et où, du coup, des fois, je me dis, ah tiens, ça y est, voilà, le hamster est monté dans sa roue, et ça commence à tourner, tout ça. Et donc, plutôt que de l'inviter à continuer à tourner, dire, ah ok, je vois que tu es monté sur la roue. Et voilà, c'est là, je vois que tu es en train de monter sur la roue. J'ai plutôt envie de regarder ailleurs, enfin voilà, plutôt que de te laisser monter sur la roue, mais je vais pas chercher à tout prix à te faire sortir de la roue parce que sinon ça va probablement t'entraîner à y aller encore plus. Mais il y a vraiment, voilà, amener de la conscience sur ces petites pensées qui auto-flagellent, et notamment juste tu parlais d'impermanence. Mais en fait, l'impermanence, c'est très très relié aussi à la nature. C'est la condition même de la nature, de l'environnement. Voilà, il y a des moments de pause. Enfin, il y a des cycles, des saisons. Et par exemple, la femme a aussi des cycles, mais l'homme a aussi des cycles. Et il y a des moments dans la journée, des moments dans l'année. Il y a des moments, voilà, il y a plein de micro-périodes comme ça qui sont importantes à prendre en considération. Merci beaucoup, Sarah, pour ce très beau partage. Avec plaisir, c'était vraiment très très chouette. Merci. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à laisser une appréciation, à vous abonner ou encore à le partager avec vos amis. Un grand merci, à bientôt.